Des fois, il faut le couper. La prophétie, un livre ouvert, une émission proposée par leslumièresdorient.com. Avec ce soir comme thème, la réussite scolaire, pour quoi faire? Salam alaikum. Avant toute chose, Aïdkoum Mubarak Saïd Jami'an, Saïd Aïdkoum. Je suis ce soir en compagnie de mon ami Omar. Omar, salam alaikum. Alaikum salam. Donc, rentrée scolaire oblige, mois de septembre, on est fin septembre, mais c'est quand même le mois de la rentrée. Un sujet s'imposait d'emblée pour cette première émission à livre ouvert de cette année scolaire 2015-2016. C'est la question de la scolarité, de l'école, de la réussite. Souvent, traditionnellement, dans la tête de tout à chacun, le mois de septembre est le mois des grandes résolutions, surtout quand le mois de septembre succède de peu après un mois de Ramadan comme on a eu cet été. Et donc c'est l'occasion ou jamais de parler ce soir donc de ce thème très important puisqu'il conditionne quand même une grande part de notre vie d'adulte, qui est celui de l'école. Alors c'était bon de le faire maintenant puisque c'est le moment des résolutions, mais aussi car nous sommes en début d'année. Et c'est le moment de se réorienter antérieurement, j'entends, de se rediriger si jamais on a des bonnes idées qui nous permettent de faire les bons choix. Alors, ce soir, j'aurai une double casquette dans cette émission, puisque je suis non seulement animateur, mais je suis également enseignant. Et donc, le sujet que m'a proposé Omar m'intéressait d'autant plus, et je suis déjà tout oui. Donc, je vais représenter mon ami Omar, donc, qui est enseignant lui-même en économie. Alors, je ne sais plus si c'est en prépa ou en école déjà... c'est dans le supérieur. Supérieur. Donc c'est pour des bac plus 5. Bac plus 5. Donc c'est pas en classe préparatoire, c'est en... Alors, j'ai enseigné, mais pas en classe prépa, mais j'avais plutôt, il y a de nombreuses années de cela, c'était des stages intensifs. Plutôt pour aider les prépas à préparer les concours. Très bien. Oui. Ouais, j'emploie déjà un terme technique un jargonnant pour beaucoup. Classe prépa étant classe préparatoire, on aura très certainement l'occasion d'y revenir, notamment dans la deuxième partie de l'émission. Mais on va pas faire une émission uniquement tournée vers la réussite. On va aussi se poser la question de qu'est-ce que c'est que la réussite scolaire. Et puis c'est pour ça qu'on se demande pourquoi faire. On va dire à quoi ça sert de réussir scolairement. Et donc une émission en deux parties. Une première partie donc sur réellement à quoi ça sert de réussir à l'école, et puis une deuxième partie plus technique, je pense, n'est-ce pas? Oui. On parlera concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire comme type d'études, quel choix à faire, et puis est-ce qu'un lycéen est déjà concerné aujourd'hui, si je suis en seconde, en première, en terminale, est-ce que c'est déjà le moment pour moi de réfléchir à mon orientation après le bac? Toutes ces questions-là, on les verra en deuxième partie. Et avant d'oublier, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réécouter cette émission sur le blog de l'émission à livre ouvert, sur la prophétie. Le blog c'est laprophétie.wordpress.com, laprophétie.wordpress.com, et également il y a une chaîne YouTube. Si vous allez sur leslumièresdorient.com sur YouTube, vous aurez les émissions de l'année passée et celles de l'année en cours. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous écouter d'un peu partout et nous vous remercions. Donc Omar, on va commencer tout de suite avec la notion de réussite, cette réussite scolaire qui hante tant de parents maintenant. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est cette réussite? Concrètement, qu'est-ce que c'est de réussir, en fait, j'ai envie de dire? Disons que on aurait pu appeler d'ailleurs l'émission l'échec scolaire. Oui. Et justement, j'ai voulu au contraire qu'on choisisse un libellé positif, parce que très généralement, quand on parle beaucoup de scolarité, on parle souvent du problème de l'échec scolaire. Alors pour la réussite scolaire, la question qu'il faut se poser en premier lieu, c'est d'abord qu'est-ce qu'on entend par réussite en général. Oui. Quand on parle de réussite, on parle d'atteindre un certain succès, donc réussir une chose. Et quand on parle de réussite, donc ça suppose d'abord au moins trois choses pour la personne concernée. Ça suppose d'abord en premier lieu d'avoir un but, évidemment. Le but, c'est qu'est-ce qu'on veut réussir. Et ce but, donc. Exactement, tout à fait. Donc un objectif à atteindre. Et ce but doit être normalement suffisamment précis.
Deuxièmement, deuxième chose qu'implique donc la notion de réussite, c'est les moyens. Parce qu'évidemment, réussir quelque chose, ça suppose qu'on s'en donne les moyens, et pas n'importe quel moyen, naturellement. On y reviendra dans la suite de l'émission. Et enfin, ça suppose aussi, ça exige même, je dirais, une volonté, forcément, la volonté d'atteindre cet objectif. Et également, pour cette question de volonté, elle peut être plus ou moins fervente, voire absente dans certains cas, malheureusement. Voilà, on y reviendra. Alors ça, c'est pour la notion de réussite en général. Donc un objectif, une méthode et une volonté, une détermination dans ce que le but à atteindre. Donc. Voilà, donc une méthode et des moyens, évidemment. Des moyens qui vont avec. Alors pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est plutôt de réussite scolaire qu'il s'agit, et on peut ajouter donc à ces trois éléments qui viennent d'être cités, trois autres composantes qui elles vont être les conditions de cette réussite. Donc il y a pour le système scolaire, donc il faut d'abord un cadre. Oui. Et le cadre, c'est précisément le système scolaire, pour ce qui nous concerne, le système scolaire français. Il faut aussi des règles et des conditions. Et il faut une méthode d'évaluation, parce que qui dit réussite dit succès à un examen, par exemple. Mais pour pouvoir déclarer le succès ou la réussite, il faut avoir un barème, oui. Un barème, voilà. Donc soit c'est une notation, soit c'est un système d'évaluation. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là qui gravitent autour de la réussite ou de l'échec, naturellement. Même si dans notre présentation aujourd'hui, on va plutôt s'attarder plutôt sur les moyens d'atteindre cette réussite. Voilà. Très bien. Donc on va développer chacun de ces points au cours de l'émission. Alors, on peut continuer, hein, on ne fait pas de pause. Je vois qu'il y a un petit arrêt. On a déjà commencé un peu tard. Très bien. Donc alors, premier élément, on est quand même dans une émission, sinon religieuse, en tout cas tournée dans le sens de l'islam. Alors, pourquoi réussir ? Est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, religieusement parlant, des raisons qui me diraient oui, je dois réussir ce que je dois faire, ou est-ce que je suis libre de rater ma vie ou pas ? Bien sûr. Alors c'est vrai que pour le musulman, c'est très clair. Le mot réussite est abondamment cité dans le Coran lui-même, qu'on appelle en arabe al-fawz, donc la réussite. Ulaika humul faizun, par exemple, qui revient très souvent. Ceux qui réussissent, oui. Exactement. Et quand le Coran parle d'al-faizun, il fait souvent référence, pour ne pas dire toujours, aux gens du paradis. Oui. Donc ceux qui ont réussi leur vie spirituelle. Mais en réalité, même si ces versets ne parlent en apparence que, disons, de la réussite au sens religieux et spirituel du terme, on oublierait bien trop rapidement que la réussite même religieuse et spirituelle, ça englobe tous les secteurs de la vie du croyant. Donc, en effet, la question de la réussite, elle est avant tout un devoir spirituel pour le croyant. Et la réussite, pas seulement, évidemment, dans la préparation de sa vie dans l'au-delà, mais également de sa réussite sur Terre. Et on va voir, par exemple, que à travers deux hadiths très connus, surtout le second. Donc le premier, c'est un hadith rapporté par Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé de Dieu que le croyant faible ». Il précise ensuite que dans les deux, il y a un bien. Parce qu'évidemment, on peut être faible on peut, par nature, voilà, exactement. Mais quand même, le début de la parole du prophète, c'est quand même de souligner que Dieu préfère le croyant fort. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que quand on dit croyant fort, évidemment, on peut l'entendre selon plusieurs sens. Ça peut être le premier sens qui vient à l'esprit, c'est peut-être la force physique, même ce qui est pas faux, parce qu'effectivement, au début de la fondation de l'islam, la force physique avait une importance aussi. Mais c'est pas évidemment uniquement la force physique, c'est aussi la force au sens large, c'est-à-dire aussi le fait que qu'il pèse dans la société, qu'il a aussi un certain statut social, une certaine aussi aisance matérielle. Et ça, c'était vrai déjà aussi depuis les premiers temps de l'islam. Oui. Tout le monde se souvient quand, lors d'une bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à ce que on rassemble autant que possible de biens, et quelques compagnons très très riches ont apporté pour certains leur fortune entière, un autre avait apporté la moitié.
qui était Omar ibn al-Khattab. Et on voit aussi que voilà, même dans des cas liés directement à la religion, le fait d'avoir aussi une aisance matérielle, c'est pas du tout neutre, au contraire. Mais en fait, plus généralement, c'est toujours une bonne chose pour le croyant d'être renforcé, que ce soit du point de vue de sa santé physique, que ce soit aussi de sa santé financière et aussi de son confort quotidien. Oui. La faiblesse, en fait, tolérable pour le croyant, celle qui est un bien également, c'est celle qui échappe à sa volonté. Absolument, comme par exemple la maladie. Voilà. Donc la faiblesse apportée par la maladie est une purification pour le croyant. Et là, en l'occurrence, c'est pour ça que la suite du hadith dit que et dans les deux, il y a un bien. Oui. Par contre, c'est une faute donc la faiblesse physique qui est liée à une mauvaise hygiène de vie, la faiblesse entre guillemets sociale, c'est-à-dire le fait de ne pas être un poids fort, et les musulmans s'en rendent compte tous les jours. Aujourd'hui, les musulmans ne cessent de se plaindre du fait qu'ils sont persécutés partout dans le monde. C'est un signe de cette faiblesse qui, elle, est pour partie, certes, indépendante de leur volonté, mais pour autres, ne l'est pas. Oui, de toute façon, elle n'est jamais entièrement imputable à l'autre. Elle est forcément en partie de notre propre faute. Alors un second hadith aussi qui a une portée immense et très large, et qui ici s'applique très bien à notre sujet, c'est le fameux hadith qui lui est beaucoup plus connu, qui est rapporté par Shaddad ibn Aus, où Allah dit Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Dieu a prescrit l'excellence en toute chose pour le croyant. Donc c'est le prophète, ce n'est pas. C'est le prophète, enfin, qui est rapporté par ce compagnon, mais dit par le prophète évidemment. Sallallahu alayhi wa sallam. Et alors donc ce hadith bien connu nous rappelle une fois encore que dans tout ce que fait le croyant, il faut rechercher l'excellence. Et donc il faut rechercher l'excellence évidemment dans ce qui est à nouveau directement religieux, donc dans les actes d'adoration, mais il faut aussi rechercher l'excellence dans toute chose d'ailleurs, puisque c'est aussi la période, c'était hier le Eid. L'exemple qui est cité dans ce hadith, que je n'ai pas cité, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait recommandé aux croyants donc de parfaire aussi l'acte du sacrifice lui-même, donc de bien choisir les instruments qui soient bien aiguisés pour que la bête ne souffre pas et qu'elle ne voit pas également. Voilà, donc il a cité un exemple qui paraît très secondaire, très anodin, mais pour montrer à quel point cette excellence doit toucher tous les secteurs de la vie du croyant. Et comme dit le proverbe, le diable se cache dans les détails. Dans les détails, exactement. Voilà, donc la première des choses, naturellement, c'est que c'est un devoir spirituel pour le croyant de rechercher l'excellence et la réussite. Ce qui est déjà un élément fondamental, puisque si c'est déjà tout un programme. On pourrait clore l'émission en disant voilà, nous sommes obligés de réussir et d'être excellents dans ce que nous faisons. Alors ensuite, un deuxième élément peut-être autre que le spirituel. Oui, alors naturellement l'être humain est aussi un être qui vit en société, parmi les autres, et il y a aussi donc un devoir social qui incombe aux croyants dans cette réussite, c'est-à-dire que sa propre réussite doit aussi être mise au service d'abord de lui-même et de sa famille. Parce que quand si on veut relier le devoir social au devoir spirituel, le fait d'avoir un certain confort matériel, ça facilite d'une certaine façon finalement sa vie religieuse, et ça évite aussi de tomber dans le kufr. Parce qu'il y a notre hadith que je pourrais pas citer de mémoire, qui dit que la pauvreté extrême, la misère, peut conduire à la mécréance. Et en effet, donc pour éviter des grands pièges, par exemple de se révolter contre le destin, se rebeller, parce qu'on est en grande difficulté. Mais aussi parce que le fait d'être à l'aise, plus ou moins à l'aise, en tout cas financièrement, c'est aussi une tranquillité. Ça donne une certaine tranquillité pour le croyant, de ne pas se préoccuper de choses trop du quotidien, et de pouvoir aussi consacrer le reste de son temps à l'adoration. Mais surtout aujourd'hui où la vie est de plus en plus difficile, paradoxalement, contrairement à ce que croient souvent les gens, et être en difficulté permanente est un souci qui est très lourd à peser aujourd'hui, plus encore que peut-être qu'avant. Tout à fait, sachant qu'en plus, là on parle évidemment d'être soi-même, se prendre en charge, mais très souvent on a des problèmes bien pires que celui-là, c'est que la personne non seulement n'est pas utile aux autres, mais en plus elle devient un poids pour les autres, et ça ce qui est encore évidemment bien plus grave. Alors il y a aussi donc le devoir vis-à-vis de sa famille, de ses proches.
ne serait-ce que l'éducation des enfants. Oui. On le verra dans la suite de l'émission, c'est que c'est un élément très très important dans la réussite scolaire. Malheureusement, C'est que et plus on avance et plus ça devient catastrophique. C'est que l'éducation non seulement est difficile au sens, disons, de l'investissement personnel, mais elle devient un investissement financier de plus en plus. Et qui peut atteindre des sommes assez considérables d'ailleurs. Absolument. Et donc on y reviendra en seconde partie de l'émission. Et enfin, comme toujours, le croyant doit être utile à lui-même, à sa famille, mais aussi à tous les autres, que ce soit d'ailleurs ses corélégionnaires ou à être utile en général au reste de l'humanité. Oui. Donc à nouveau, la réussite et le confort matériel sont aussi un moyen de pouvoir être utile aux autres, tout simplement. Ne serait-ce que si on reste dans le secteur de la scolarité, on peut aussi, si on a eu un beau parcours, on peut partager ce parcours avec d'autres. On peut être un bon conseiller pour d'autres. On peut, voilà. Donc toutes ces choses-là sont extrêmement précieuses et elles relèvent, on pourrait dire, d'un devoir qu'on peut qualifier de devoir social. Oui. Mais évidemment, normalement, c'est la première chose qui devrait venir à l'esprit. C'est pourquoi on veut réussir à l'école. Normalement, c'est pour avoir un bon travail. Pour avoir un bon travail, exactement. Donc ça, évidemment, c'est naturellement un objectif qui est aussi poursuivi en matière de réussite scolaire, c'est les débouchés professionnels. Et je dirais à nouveau, aujourd'hui, plus que jamais, parce que la réussite scolaire, même s'il est très difficile à définir dans le détail, parce que est-ce que réussir scolairement, c'est faire un doctorat, est-ce que réussir à l'école, c'est faire une grande école, est-ce que c'est sortir de l'université, ou est-ce que c'est faire un métier artisanal, on y reviendra. Mais quel que soit, disons, nos choix personnels ou nos aspirations personnelles, ce qui est certain, c'est que la société moderne devient de plus en plus exigeante en matière de diplôme. En fait, c'est devenu même une condition sine qua non, quel que soit le métier. Tout à fait. Tout à fait. On parlait d'artisanat à l'instant. Si on veut être agriculteur aujourd'hui, on doit avoir un bac agricole. Absolument. Si on veut être employé de ménage aujourd'hui et avoir un statut reconnu en tant que tel, il faut un bac hygiène. Tout à fait. Donc ça, c'est ce que je m'entête de dire à tous mes élèves, ne jamais quitter le lycée avant d'avoir le minimum du bac, et ça on en reviendra certainement après. Et puis ça, c'est pour deux raisons très différentes d'ailleurs. La première, c'est effectivement disons, un travers de notre société, c'est d'exiger des diplômes pour tout. Mais aussi, c'est aussi parce que il y a une course au diplôme même de la part des gens, ce qui fait qu'il y a une dévalorisation en réalité des diplômes. Et aujourd'hui, un employeur qui a le choix entre deux personnes à égale qualification, il va préférer prendre celui qui a un meilleur diplôme. Il va se dire, si je cherche, un serveur pour un restaurant, si j'ai un serveur bac plus 3, c'est mieux qu'un serveur qui a juste le CAP restauration. Évidemment, il faut que les deux aient les compétences naturellement. Mais il y a aussi le fait que comme les employeurs ont l'embarras du choix maintenant parmi les diplômés, ça devient aussi un facteur qui conduit à rendre les diplômes plus que nécessaire, excessivement même nécessaire. Alors, ce qui est très important d'avoir à l'esprit en matière de débouchés professionnels, c'est que selon ce qu'on se fixe comme objectif professionnel, il faut jamais perdre de vue que l'excellence de notre réussite professionnelle dépendra de l'excellence de notre formation. Oui. Alors maintenant, on met de côté évidemment ce qu'on vient de dire sur l'histoire qu'il faut des diplômes pour tout. Maintenant, si on raisonne sur un parcours classique, si on veut un travail qui soit à la hauteur de nos aspirations, il faut être convaincu que le parcours lui-même doit être pas parfait évidemment, mais d'être excellent du point de vue, disons, du choix de la formation, mais aussi de la manière dont nous vivons notre formation. Pour le dire autrement, je vais même le résumer à travers un seul exemple, et puis après j'expliquerai. Je dirais qu'il vaut mieux être un excellent menuisier qu'un très mauvais médecin. Oui. Voilà. Donc on peut le résumer comme ça.
c'est que ce qu'il faut rechercher quand on recherche un débouché professionnel, c'est pas de rechercher le métier qui a l'air le plus prestigieux, socialement reconnu, parlant, ouais. Exactement. Mais il faut se dire, compte tenu de moi, mes compétences, mes aptitudes personnelles, et aussi mes affinités, mes aspirations, je devrais au contraire rechercher le métier dans lequel je vais être le plus excellent possible. Oui. Même si, en apparence, c'est un métier qui a pas l'air d'être, comme tu disais, qui a pas l'air d'avoir une reconnaissance sociale très élevée ou prestigieuse. Alors ça, on verra également, on en parlera certainement, qu'il y a une grande limitation chez les jeunes qui cherchent tous les mêmes métiers. Et c'est vrai qu'il est important de rappeler que le métier ne vaut que par, justement, l'excellence à laquelle on le pratique. Tout à fait. Et les métiers manuels sont souvent dévalorisés alors qu'ils peuvent être une source de... Oui, ils sont d'abord méconnus, et oui. Ça aussi on va essayer de, autant que possible, en parler un petit peu tout à l'heure. Ils sont d'abord très méconnus, et puis en effet, quand ils sont connus, ils sont dévalorisés, et on se rend pas compte que dans beaucoup de cas, pour certains profils d'enfants, disons, il vaudrait mieux les orienter vers des filières professionnalisantes, oui. Où ils vont faire un métier rapidement concret. Tout le monde n'est pas fait pour faire un bac+5, tout simplement. Et essayer de rechercher, comme je le disais et qu'on le répétera, rechercher l'excellence, toujours l'excellence. Voilà. Et enfin, dernier objectif aussi, à quoi sert la réussite scolaire, c'est aussi pour comprendre le monde dans lequel on vit. Oui. Et donc ça, comprendre le monde, ça exige une grande culture générale. Alors ça peut paraître très secondaire, très anodin de dire oui, bon, la culture générale, pourquoi pas. C'est un peu une spécificité française. Alors, c'est vrai que le système éducatif français, il a beaucoup de défauts, évidemment, comme la plupart des systèmes, mais il a une grande qualité. C'est que, en tout cas dans les études universitaires, c'est qu'il y a une forte insistance, et surtout dans le système des grandes écoles, une forte insistance sur la culture générale, au sens le plus large qu'il soit. Mais ce qui est très important, c'est de se rendre compte pourquoi cette culture générale est si importante, et en quoi elle nous permet de comprendre le monde. Et on peut citer au moins quelques exemples qui me paraissent, moi, concerner tout le monde, et pas seulement ceux qui veulent faire des études longues. Et donc, par exemple, tout le monde a envie de préserver sa santé. Et ben, si on fait des études dans un domaine donné et qu'on ne s'intéresse pas du tout, qu'on n'a aucune culture médicale, quand je dis culture médicale, évidemment, il ne s'agit pas d'être un anatomiste ou de connaître tous les médicaments ou d'avoir une formation de médecin. C'est avoir une culture générale, avoir connaître au moins les grandes lignes. Donc forcément, on peut faire de graves erreurs. On peut mal se nourrir, on peut ne pas se rendre compte qu'une activité physique c'est très important pour rester en santé. Et on verra dans la suite, y compris vis-à-vis des enfants, dans l'éducation, que cette culture générale est très importante aussi pour la transmission. Sans parler de l'importance de la culture générale dans la formation même presque psychologique de l'individu, puisqu'un individu sans culture est un individu sans but en plus. Exactement. Et c'est vrai que c'est fondamental, et c'est souvent ce qui est le moins compris par les gens, c'est que souvent ils disent mais ça ne sert à rien. Le fameux ça ne sert à rien. En fait, non. Et en fait ça sert et c'est un ensemble de rouages qui permettent de comprendre et d'avoir une lecture sur le monde. Et qui sont vraiment très concrètes, comme je disais. C'est vraiment des choses qui concernent la vie quotidienne de tout le monde. Oui. Donc là j'ai parlé de la santé ça concerne tout le monde. Bien sûr. L'éducation des enfants ça concerne tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont des enfants. Savoir aussi comment choisir les loisirs pour ces enfants, ça demande aussi une culture générale. Tout ce qui est administratif aujourd'hui, mais d'une complexité incroyable. Et on peut perdre un temps fou et perdre même beaucoup de droits, de ses propres droits. Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais énormément d'aides, je veux dire, de possibilités qui sont offertes par le système administratifs français sont perdus par beaucoup de gens parce qu'ils ignorent même qu'ils y ont droit. Donc ça paraît des détails, mais en fait on peut même faire l'impasse sur plein de choses auxquelles on a droit et qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas bénéficier tout simplement par ignorance. Et aussi, oui. Si je puis me permettre, il y a également, sans faire une digression, le plaisir de la culture. Beaucoup d'adultes qui ont une richesse culturelle, qui ont suivi de manière correcte, sans forcément, mais au moins qui ont été assidus à l'école, ont un plaisir à connaître des choses et à en parler au cours d'une discussion qui s'improvise. Tout à fait. La culture est un élément fondamental dans la vie en société. Voilà.
Et ceux qui sont limités à la télévision, aux séries télé, aux émissions avilissantes de la télévision, perdent une grande part de ce qui fait l'humanité et qui est la connaissance. Exactement. Disons que sur ces aspects-là, naturellement, c'est extrêmement important. Même si on pourrait dire que on pourrait encore faire un peu l'impasse sur ces questions-là, mais comme j'essaie de le montrer, je vois que moi-même dans des éléments du quotidien, c'est important. On a cité donc la santé, l'éducation, l'administration, mais aussi les finances personnelles. Oui. Tout le monde est confronté un jour ou l'autre à faire un achat ou à savoir quoi faire de son argent s'il a de l'épargne, et puis aussi la consommation. Aujourd'hui, c'est scandale sur scandale qu'on entend aujourd'hui à la télévision sur la consommation, que ce soit dans l'alimentaire ou que ce soit dans l'équipement. Là, en ce moment, il y a un scandale sur les voitures. Pareil, je veux dire, si on n'a aucune culture générale, toutes ces choses-là, on les subit de plein fouet, tout simplement. Oui. Voilà, mais en tout cas, au moins pour moi, avoir déjà conscience de ce qu'on entend par réussite scolaire, et puis aussi pourquoi c'est si important cette réussite scolaire, parce qu'on voudrait, on aurait trop tendance à la limiter à un seul des exemples que j'ai cités tout à l'heure, qui était quand on veut réussir à l'école, c'est parce qu'on veut avoir un travail. Oui. Évidemment, c'est vrai, mais comme on l'a vu, il y a aussi beaucoup d'autres avantages et même des choses qui sont en réalité du devoir même de chaque personne. Très bien. Il est 20h45. Nous faisons une très courte pause pour poursuivre, avec la dernière partie de cette première partie d'émission consacrée à la réussite. À tout de suite.
De retour sur Passel FM, un livre ouvert, l'émission donc littéraire entre guillemets culturelle proposée par la librairie Les Lumières d'Orient.com. Nous sommes ce soir avec Omar pour discuter de la réussite scolaire. Pourquoi faire? Nous avons vu dans un début d'émission, donc pour cette première partie consacrée à la notion de réussite en tant que telle, nous avons vu ensemble les 4 raisons qui pourrait nous pousser à vouloir réussir. Il y a une raison spirituelle, une raison sociale, une raison professionnelle et enfin une raison, on va dire, de culture générale pour comprendre le monde. Alors maintenant qu'on a défini les termes du sujet, qu'on a vu ensemble ce qui en était cette notion de réussite, on va vraiment s'attaquer aux acteurs. Et le premier acteur, j'ai envie de dire, avant l'enfant, parce qu'il n'est même pas encore capable souvent d'agir au moment où il faut commencer à agir, c'est le parent. Tout à fait, exactement. Donc là, les parents doivent ouvrir grandes les oreilles, puisque là, c'est de eux qu'on en parlait. Et après de leurs enfants. Et de nous-mêmes, bien sûr. Mais c'est vrai que, étonnamment, les premiers concernés par la réussite scolaire, c'est les parents. En fait. Tout à fait. Ce sont les parents et pas les enfants. Alors, les parents, évidemment, ont un rôle et une responsabilité très grande donc dans cette réussite scolaire de leurs enfants. D'abord, en effet, parce que un enfant n'est autonome que très tard. Oui. Je veux dire très tard dans sa scolarité. Il n'est pas il est plutôt autonome à la fin, en réalité, de sa scolarité, plutôt que au début ou au milieu. Donc nécessairement, ceux qui donc doivent pallier à ce manque d'autonomie, à cette absence d'autonomie même, ce sont les parents. Mais il y a à nouveau beaucoup de malentendus en fait sur ce rôle des parents. Et le premier, c'est qu'il n'est pas vu de manière active. C'est-à-dire que les parents considèrent que s'ils s'intéressent à la scolarité de leurs enfants et qu'ils leur disent régulièrement attention, c'est important l'école. Et de les gronder quand ils ont de mauvais résultats ou quand ils s'absentent ou quand ils sont en retard, etc. Ou de les réprimander parce qu'ils veulent pas sortir de leur lit le matin. Moi-même, j'en faisais partie. J'avais beaucoup de mal à me lever le matin. Donc évidemment, si on réduit le rôle des parents à ça, c'est pas grand-chose en fait, parce que en fait la responsabilité des parents est bien plus grande et elle exige un rôle beaucoup plus actif. En fait, le premier rôle qu'ont les parents, c'est de suivre effectivement la scolarité des enfants. Mais suivre, d'ailleurs même le mot suivre, ça indique une certaine passivité. Oui, parce qu'on est derrière quand on suit. Exactement, c'est juste se mettre derrière et regarder. Mais en fait non, c'est prendre en main son enfant et prendre en main sa scolarité. Donc ça passe par beaucoup de choses, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut une implication totale des deux parents. Mais au moins un des deux qui doit s'y impliquer fortement et que l'autre s'y implique moins si c'est possible, disons. Mais autant que possible, il faut que les deux parents s'impliquent. Alors s'impliquer, évidemment, ça prend beaucoup de formes. C'est d'abord, en effet, faire comprendre à son enfant et lui faire des rappels régulièrement sur l'importance, comme on l'a dit tout à l'heure, de la scolarité. C'est aussi de s'assurer que le minimum exigé par l'école soit accompli par l'enfant. Donc le fait de faire ses devoirs, de lire ce qu'on demande de lire, etc. Et ça passe aussi par une implication dans l'institution scolaire elle-même. Oui. C'est-à-dire que les parents doivent s'impliquer aussi dans l'école, développer la relation parent-professeur, et aussi avec l'équipe pédagogique en général, pas seulement les enseignants. Donc ça, c'est très important pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est très bien perçu par le personnel enseignant. Donc toi tu dois le savoir justement, et moi-même à ma façon, sauf que moi là où j'enseigne il y a pas vraiment de relation, parce que moi j'enseigne à des adultes qui sont quasiment sur le marché du travail, mais pour toi oui, tout à fait. Donc tu dois certainement remarquer que certains parents s'impliquent et d'autres non. Tout à fait. Et forcément c'est pas du tout neutre dans les yeux d'un enseignant, et puis l'équipe pédagogique aussi, c'est-à-dire que cet enfant, même je dirais de manière inconsciente, un enseignant va peut-être prendre plus particulièrement soin d'un enfant dont il sait que les parents s'impliquent beaucoup.
D'abord, oui. Si je me permets une remarque, d'autant plus que le suivi des études en tant que telles, c'est-à-dire voir comment ça se passe en français, en mathématiques, etc., ce n'est pas donné à tout le monde. Parce il y a quand même des parents qui sont illettrés, qui ont fait très peu d'études, mais le suivi, lui, il est donné à tout le monde. Par contre, n'importe quel parent peut se rendre dans l'établissement scolaire ou téléphoner. Et effectivement, j'en sais quelque chose, les professeurs sont demandeurs. Et combien de familles ne donnent jamais signe de vie? C'est courant des jeunes filous qui donnent un faux numéro de téléphone des parents à l'heure de l'inscription en début d'année, mais c'est aussi la faute du parent qui ne donne jamais signe de vie. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que l'implication du parent à ce niveau-là, elle est centrale. Et elle est donnée à tout le monde. Tu as tout à fait raison, parce que de toute façon, on en est même des exemples vivants. Pour ce qui me concerne, mes parents n'avaient pas du tout la capacité de suivre une quelconque matière que j'ai étudiée à l'école. En revanche, le suivi était vraiment au rendez-vous. Donc là, pour le coup, moi, je pouvais pas faire beaucoup de bêtises parce que mon père visitait très souvent l'école pour savoir comment ça se passait. Et c'est très bien. Ça confirme ce que tu dis finalement. Oui. Ça confirme que le suivi normalement est donné à tout le monde, oui. Même à des exemples extrêmes de personnes qui n'ont pas du tout de culture. Voilà, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas suivre. Après, effectivement, c'était aussi l'objet de notre première partie de l'émission. On a rappelé plusieurs fois que l'importance aussi de son propre parcours, c'est qu'après, on est d'autant plus capable après d'aider ses enfants et de les suivre. Tout à fait. Parce que si on connaît rien à aucune discipline, même l'aide aux devoirs devient difficile. Oui, c'est comme ça. Voilà. Alors évidemment, le suivi, donc je disais que c'est quelque chose de très concret, à la fois sur le suivi du contenu même de ce que l'enfant étudie, mais il faut pas se limiter à ce qui est exigé par l'école, parce que très souvent c'est minimal. Oui. Donc il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est installer la lecture à la maison pour les enfants, et ça, on l'a déjà dit dans une précédente émission. Je rappelle nos auditeurs qui peuvent écouter l'émission sur la lecture sur le site de laprophétie.wordpress.com, puisqu'on a consacré une émission entière là-dessus, et effectivement, on avait relevé la centralité de cet acte qui doit être quotidien dans les foyers, qui est d'ouvrir un livre. Et combien d'enfants n'ont jamais vu leurs parents devant aucun livre, quel qu'il soit, exactement. Et systématiquement devant la télévision. Tout à fait, et le mauvais exemple, et même quand ils ne donnent pas le mauvais exemple, ils ne feront pas l'effort d'inculquer ça aux enfants. Et d'ailleurs, on avait, si tu te souviens bien, on avait intitulé l'émission la lecture du berceau jusqu'au tombeau, pour insister justement que c'était des habitudes qu'il fallait prendre depuis la naissance quasiment. Donc, alors il faut installer la lecture. Il faut aussi mettre des activités qui sont, disons, autour de l'école, comme par exemple inscrire son enfant à la médiathèque, oui, pour que l'enfant puisse emprunter des livres. Et d'ailleurs, quand on se plaint de ne pas avoir assez d'argent pour acheter des livres à ses enfants, toutes les mairies proposent un accès gratuit aux livres et un accès illimité. Ouais. Donc inscrire ses enfants, les emmener, les accompagner, essayer de trouver des possibilités d'aide aux devoirs pour pallier qui justement. Existe également dans les écoles, les établissements scolaires en général. Tout à fait, surtout avec les réformes récentes. Voilà. Sinon, dans les services sociaux. Oui, il y a des associations, il y a beaucoup de choses. Et justement, quand on disait que des parents pouvaient ne pas être aptes à suivre chaque discipline étudiée par l'enfant, alors l'alternative, c'est de mettre ses enfants à l'aide aux devoirs. Et aussi, un sujet auquel on pense rarement, c'est que fait-on des vacances scolaires ? Et ça, c'est aussi très important de jamais oublier que les périodes de vacances scolaires, c'est pas des périodes d'oisiveté. Évidemment, c'est des périodes de loisirs, de repos, mais c'est aussi pour un enfant une période au minimum de continuité, c'est-à-dire de continuer les efforts qu'il a pendant les périodes scolaires, c'est-à-dire dans la lecture. Mais c'est aussi des moments où on peut l'aider à rattraper un retard quand il a des difficultés dans certaines disciplines, ou alors, dans certains cas, permettre à un enfant de même prendre de l'avance. C'est-à-dire prendre de l'avance sur certaines matières, certaines lectures, etc. Et après, tout dépend évidemment de l'âge de l'enfant. Et plus on augmente en âge, plus l'avance est nécessaire. Après. Exactement, tout à fait. Et puis, si l'âge de l'enfant le permet également, il y a aussi des choses qui peuvent être très utiles en période de vacances scolaires, c'est d'envoyer son enfant en séjour linguistique. Oui. Et à nouveau, même si ça peut paraître comme ça quelque chose d'inaccessible, il y a 1000 façons de faire un séjour linguistique. Ça peut être très très cher parce que ça va dans un institut avec un suivi, etc. Mais ça peut être aussi envoyé dans une famille ou alors dans sa propre famille, parce que beaucoup de gens ont de la famille également dans d'autres pays.
Rares sont ceux qui pensent à se dire, si mon enfant part, par exemple, on a de la famille en Espagne, il va partir passer une semaine ou deux dans notre famille en Espagne, et ça lui permettra d'apprendre la langue, de découvrir la culture, etc. Voilà, donc tout mettre à contribution et de se rendre compte, juste sur les exemples qu'on vient de citer, c'est tout un programme de suivre la scolarité de ses enfants. C'est pas simplement éventuellement de temps en temps lire son cahier de texte, signer les mots de l'école et le gronder quand il a des mauvais résultats. Et encore une fois, ici, une question d'objectif et de détermination. Exactement. Et donc, pour résumer cette question du suivi, il faut que le parent doit passer du contrôleur, c'est-à-dire celui qui va simplement contrôler que ça va ou que ça va pas et qui va distribuer des bons et des mauvais points à son enfant, à celui qui se sent responsable du résultat de son enfant. C'est-à-dire que quand il constate un mauvais résultat, il ne dit pas à son enfant « tu as eu un mauvais résultat », c'est « on a eu un mauvais résultat ». C'est-à-dire que j'ai pas suffisamment été présent pour aider mon enfant à réussir. Et ça, c'est évidemment un grand changement par rapport à simplement s'y intéresser de manière passive. Alors, puis j'ajouterai un dernier élément qui est toujours bon aussi de faire, et qui porte très peu, c'est le fait d'interroger l'enfant, non pas en tant qu'interrogateur bien sûr, mais s'intéresser à ce qu'il a vu dans la journée, quelle matière il a vu, qu'est-ce qu'il a pu apprendre. Et c'est vrai que l'enfant ne se sente pas avoir une vie extérieure étrangère à sa famille, une vie intérieure étrangère à son lieu de scolarité. Oui, tout à fait. Tout à fait, absolument. Alors ça, c'est le premier point qui relève de la responsabilité des parents et qui est fortement négligé, ou en tout cas qui n'est pas pratiqué de manière qualitative. Le second rôle des parents en matière de réussite scolaire, c'est aussi aider l'enfant à avoir un projet professionnel. Mon Dieu, quel problème aujourd'hui. Voilà, donc c'est pareil, je veux dire, quel que soit l'âge de l'enfant, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la maturité et l'autonomie d'un enfant, elle arrive très très tard, souvent trop tard même. En fait, il doit faire les choix professionnels au moment où ils ne peuvent pas le faire. Exactement, et même certains diront qu'ils ont préparé leur enfant à la maternelle déjà, à être ce qu'ils vont devenir professionnellement. Alors là, il y a deux dimensions à bien distinguer clairement. La première, c'est l'absence de projet professionnel. C'est, disons, deux extrêmes plutôt que deux dimensions, deux extrêmes qu'il faut absolument éviter. C'est le premier extrême, donc c'est absence totale de projet professionnel pour ces enfants. Et l'autre extrême qu'il faut aussi éviter, qui est moins grave mais qui est quand même à éviter, c'est le fait d'imposer un projet professionnel. Chaque parent a forcément vécu ça ou vivra ça un jour. C'est qu'il a tendance à se dire ce que je n'ai pas réussi, j'aimerais que mon enfant le fasse. J'aurais aimé être médecin, j'aurais aimé être avocat, j'aurais aimé être ceci ou cela, et que le parent cherche à se réaliser dans son enfant. Oui. Donc c'est pas évidemment totalement négatif, parce que on voit bien que l'intention est noble. C'est parce que malgré tout il y a le souhait que son enfant réussisse, mais avec une trop forte un trop fort dirigisme. Oui. Donc c'est important de réussir à trouver un équilibre entre ces deux extrêmes, le fait d'avoir un minimum d'idées et d'accompagnement pour son enfant dans le projet professionnel, et de quand même veiller à ce que le projet professionnel soit adapté au profil de l'enfant, et aussi que cet enfant, malgré tout, même s'il n'est pas encore autonome, il a quand même un minimum d'affinité, un minimum d'aspiration, et de tenir compte de tout cela pour que le choix final soit le meilleur possible. Alors, en plus, il faut se rendre compte que aujourd'hui, on a quand même plus de possibilités qu'avant d'aider l'enfant dans son parcours. C'est que le système scolaire propose dès la 3e aujourd'hui des stages en professionnel pour tous les 3e, je veux dire. Et il faut aussi, au moment où les enfants arrivent en 3e, ces enfants arrivent en 3e, se dire, voilà, mon enfant va devoir faire un stage, et il faut diriger les stages pour qu'ils voient plusieurs types de métiers. Exactement. Parce que c'est vraiment le grand déficit aujourd'hui de la jeunesse, c'est qu'ils n'ont pas d'objectif professionnel. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un point sur lequel on reviendra aussi tout à l'heure, sur comment justement choisir son orientation. Oui. Mais pour revenir donc sur cette question, le projet doit être suffisamment précis, il doit arriver très très tôt, et on pourrait se dire oui, mais bon, quel âge à peu près alors? Je dirais vraiment dès le parent doit déjà commencer à avoir une idée
je dirais dès l'arrivée de son enfant. Ouais. Après, c'est ça évidemment la confusion qu'il faut éviter. C'est pas de se dire je dois fixer le projet professionnel de mon enfant dès qu'il sort de la maternité et je dois m'y tenir absolument. Évidemment pas ça, évidemment. Quand on dit projet professionnel, c'est avoir une certaine visée, un certain cap, qui peut être au départ assez général. Ça peut être par exemple que le projet professionnel, c'est de s'orienter plutôt vers des études universitaires ou plutôt des études courtes. Ça peut être aussi d'aller plutôt dans des carrières médicales ou plutôt dans des carrières juridiques. Oui. Ça peut être ça peut être des grandes idées comme cela. Et puis progressivement, en fil des années, de la nature, son enfant. tout à fait. Et puis après, on pèse avec l'enfant et on voit si, évidemment, dans les premières années, ça se verra pas du tout. Mais quand l'enfant arrive au collège et surtout au lycée, là, évidemment, le projet professionnel doit être quasiment ficelé à ce moment-là. Oui, parce que après, c'est trop tard. Mais d'ailleurs, on y reviendra. Vous verrez que nos auditeurs comprendront que, en fait, les dés sont joués de très très tôt. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça qui est important, c'est d'en avoir un. Et de ne pas se dire que on pourra pas changer d'avis. Évidemment, il faut affiner le projet, éventuellement le changer en cours de route. Mais le fait d'avoir un projet professionnel dès le début, ça permet de fixer un cap et de donner aussi un sens à la scolarité de l'enfant. Parce que autant quand il est très très jeune, il est sensible et il est réceptif à une éducation, disons, binaire, en disant ça c'est bien, ça c'est mal. Avoir des bonnes notes c'est important, avoir des mauvaises notes c'est pas bien. Mais ça marche plus après. À partir d'un certain âge, l'enfant ne peut plus s'automotiver à l'école juste parce qu'il faut obtenir des... D'ailleurs, c'est même pas souhaitable. Personnel. Exactement. Il faut qu'il y ait vraiment un moteur qui soit plus convaincant. Plus convaincant que simplement se dire avoir une mauvaise note, c'est pas bien. Oui. Voilà. Fixer l'excellence comme but, quel qu'il soit. Et dernièrement, alors il y a beaucoup de choses à dire évidemment sur le rôle des parents, mais si on se limite au moins pour moi à 3 rôles essentiels, on a donc cité le suivi, le projet professionnel et troisièmement l'extrascolaire. Donc tout ce qui touche à la scolarité, évidemment, ça exige une présence, une implication et une organisation aussi, mais il ne faut pas négliger tout ce qui est autour de l'école, c'est-à-dire tout le temps libre de l'enfant. Et quand on parle de temps libre, évidemment, c'est comment on occupe son enfant une fois qu'il n'est pas à l'école et qu'il a terminé avec ses devoirs de l'école. Et donc là, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger parce que la réussite et donc le projet d'éducation doit être vu d'une manière globale. En fait, le projet d'éducation et la scolarité, c'est pas simplement des échéances, des examens, une classe à passer. Je passe à la classe suivante et donc c'est bon, j'ai réussi. C'est qu'il faut voir ça de manière beaucoup plus globale et se dire que mon enfant doit avoir une réussite au sens général, au sens de, comme on l'a dit, de la culture générale, au sens de la réussite professionnelle, au sens aussi de son propre épanouissement intellectuel. Et aussi des qualités. Il faut aussi qu'il développe des qualités qui lui seront utiles personnellement, dans sa vie religieuse, dans sa vie sociale, etc. Et qui permettront de structurer une personnalité qui soit mûre et qui soit donc apte à faire des choix. Tout à fait. Parce que l'absence de choix est généralement liée à l'immaturité chez un enfant. Alors là, on va avoir la même distinction que tout à l'heure. Le premier extrême qu'il faut absolument éviter, c'est de ne rien offrir à ses enfants en activités extrascolaires. Et l'autre extrême, c'est de faire de très mauvais choix. Oui. De lui donner des activités extrascolaires, mais faire de très mauvais choix. Donc, c'est toujours difficile de se dire, mais alors comment on occupe le temps de ses enfants? Est-ce que c'est que du sport? Est-ce que c'est que des activités culturelles? Alors bon, l'islam s'est prononcé un peu sur ce sujet-là. Il y a un hadith qui est aussi assez connu, une parole qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui recommandait aux compagnons d'enseigner aux enfants 3 disciplines en priorité. Donc il a cité l'équitation, la natation et le tir à l'arc. Ouais. Alors il y a d'autres versions de ce hadith qui citent d'autres activités, mais c'est souvent ces 3-là qui reviennent. Et c'est très intéressant déjà. Donc on voit que l'islam finalement n'a négligé aucun secteur de la vie du croyant, même des activités qui font partie intégrante de l'éducation de l'enfant. Le prophète, ça en a parlé. Oui. Et donc on voit aussi, si on s'attarde un peu sur ces 3 activités, qu'elles sont particulières aussi. Oui. Alors souvent quand on découvre ce hadith pour la première fois, par réflexe, on a tendance à le réduire
réduire dans sa signification, de se dire bah oui forcément à l'époque il y avait beaucoup de batailles, il y avait beaucoup de guerres et on encourageait les gens à former des gens qui sont capables de mener des batailles. Bon, c'est pas tout à fait faux, mais je veux dire il a pas cité le combat à l'épée, il a pas cité la lance, la lutte, tous les autres disciplines qui permettent de préparer un guerrier. Donc on voit bien que de toute façon c'est pas uniquement dans cette optique-là. Mais on n'aura pas le temps évidemment de parler trop longtemps de ce sujet. Mais si on s'attarde au moins un petit peu, même si ce qu'on peut faire, c'est même inviter les auditeurs à consulter des brochures de centres équestres, de clubs de natation, de clubs de tir à l'arc. De conservatoires de musique qui sont étonnés. Moi-même, j'ai lu tout à l'heure une brochure de conservatoire. Ils disent l'un des objectifs de cette formation, c'est ensuite de développer chez l'enfant la qualité de concentration, la mémorisation, la discipline, la rigueur. Parce qu'on voit bien que dans ces trois activités sportives, il y a la concentration, la précision, tout à fait, le port, la tenue, et la force physique qui sont donc c'est une globalité de l'être humain encore une fois qui est formidable en fait. Tout à fait. Puis ceux qui ont déjà eu la chance de monter des chevaux, ils voient que la relation à l'animal, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un contact tout à fait étonnant. Oui. Et on voit que les enfants, comme surtout quand ils sont très jeunes et qui sont encore dans la fitra justement, où toutes ces choses-là sont vraiment naturelles pour eux, il y a véritablement une relation étonnante, vraiment étonnante entre un enfant et un cheval par exemple. Et ce qui est aussi pour le tir à l'arc, pour ne citer qu'un exemple, ceux qui ont déjà regardé des disciplines olympiques sur le tir à l'arc, c'est absolument impressionnant. On dit que les professionnels, les grands professionnels, donc les sportifs de haut niveau dans le domaine du tir à l'arc, ne regardent pas la cible au moment de tirer. En fait, ils ont une concentration qui dure très très longtemps. Alors, si vous regardez un concours ou les Jeux Olympiques, quand il y a du tir à l'arc, avant de lâcher la flèche, le tireur se concentre souvent pendant plusieurs minutes. Oui. Et une fois sa concentration est achevée, donc c'est évidemment hérité d'arts martiaux anciens, la cible n'a plus besoin d'être regardée, parce qu'en fait tout est déjà accompli par la concentration. Donc on voit qu'un sport comme celui-là a des répercussions énormes sur la scolarité aussi, sur la vie spirituelle surtout. Ouais. D'où le fait que on ne doit pas perdre de vue que les activités extrascolaires doivent être resituées à la fois dans une harmonie avec la scolarité elle-même, mais aussi dans le développement des valeurs spirituelles de l'enfant. Parce que la mémorisation, c'est quelque chose de très important aussi. Fondamental et qui n'est pas travaillé à l'école d'ailleurs. Tout à fait, qui de moins en moins travaille à l'école. Alors que on sait tous, par exemple, que l'apprentissage du Coran développe énormément la mémorisation. Donc c'est aussi quelque chose qui peut accompagner ces activités-là. J'ajoute une dernière chose, parce que je vois qu'il est déjà 9h12, c'est que on peut aussi craindre quand on est parents que, oui, mais je vais mettre mes enfants à la natation le lundi soir, au tir à l'arc le mardi et à l'équitation le jeudi, il n'aura plus le temps de faire ses devoirs, mais non, puisque les statistiques montrent bien que les enfants qui ont des activités extrascolaires sont ceux qui réussissent le mieux. Absolument. C'est incroyable, parce qu'ils sont obligés de concentrer leur attention lors de ce qu'ils font leurs devoirs. D'une part, et d'autre part, parce que comme on le disait, c'est que ça développe des qualités de concentration, d'organisation, de discipline. Et en fait, tout ça fait que ces enfants-là sont plus efficaces. Contrairement à celui qui ne fait rien d'autre que regarder la télévision et jouer avec sa console de jeu. Exactement. Après, dernière chose, il y a aussi évidemment, c'est toujours bon aussi pour les enfants qu'ils puissent avoir au moins une fois dans leur vie avoir la chance de développer un art traditionnel, ouais. Que ce soit l'art de la calligraphie, l'art de la musique, l'art de la psalmodie, la sculpture, bref, tous les arts traditionnels islamiques qui sont tout à fait merveilleux, à la fois par la pratique elle-même, cette activité, mais aussi par tous les bienfaits qu'elle apporte aussi sur les qualités dont bénéficie l'enfant qui les pratique. Voilà. En tout cas, si on pourrait parler longtemps du rôle des parents, parce qu'en fait, c'est toute la vie de l'enfant qui doit être pris en charge par les parents. Mais donc, il faut bien garder à l'esprit qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la passivité, de bien s'impliquer. On peut contrôler évidemment, mais il faut s'impliquer en même temps. Et aussi, il faut s'obliger à avoir un projet professionnel pour ses enfants et progressivement affiner ce projet et les aider ensuite à prendre eux-mêmes en main leur destin professionnel. Donc pas de passivité, c'est vraiment le résumé de tout cela. Il faut être actif et les acteurs de notre vie. Alors maintenant, c'est bien pour tout ça. Alors bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait.
et boum, mon enfant est mauvais à l'école. Comment je fais? Alors, bien sûr, ça on peut pas. Malheureusement, on peut pas l'éviter. Disons que là aussi, il faut distinguer entre deux choses. Il faut distinguer un échec qui est, disons, lié à une mauvaise orientation, par exemple, Oui. ou à un mauvais choix de parcours, ou un échec parce que voilà, les capacités de l'enfant sont ce qu'elles sont. Voilà, on peut pas les inventer. Ouais. Tout à fait. Il y a pas de mal, je veux dire. On a les capacités qu'Allah nous a données, simplement. Et puis, comme je disais, capacité, ça veut rien dire. Souvent, quand on parle de capacité en matière scolaire, on a tendance à réduire ça à des capacités intellectuelles. Oui. En tout cas, intellectuelles au sens scolaire, Être évidemment. bon en maths, être bon en français. Voilà. En fait, non. Avoir des capacités, ça peut être dans tous les domaines. On peut être aussi quelqu'un qui a des qualités exceptionnelles en ayant des dons dans des travaux manuels et qui sont tout à fait nobles. Donc, ça peut être un échec parce que l'enfant a des limites dans ce domaine-là. Ça peut être aussi un échec tout à fait extérieur qu'on ne peut pas forcément interpréter. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, d'abord, il faut jamais dramatiser. Il faut toujours dédramatiser. Ne jamais culpabiliser l'enfant. Ça ne sert à rien de toute façon. Et essayer de trouver une porte de sortie. Donc, soit on pense que c'est un simple accident. Il ne faut pas avoir peur. L'enfant peut redoubler. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi, mais le passage doit être automatique, sinon il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il ne faut pas hésiter à accepter et même à encourager son enfant à redoubler. Si besoin, parfois, on peut se rendre compte que la trajectoire n'est pas adaptée à notre enfant, on peut envisager une réorientation. Évidemment, la réorientation, plus elle est tôt, et mieux c'est. Si on fait une réorientation à l'université, ça commence déjà à être un peu compliqué. Mais même, admettons qu'on n'a pas eu la chance de se réorienter au bon moment, s'il faut s'orienter à l'université, il faut absolument le faire. Il y en a même qui se réorientent après avoir commencé à travailler. Exactement. Donc ne pas dramatiser, ne pas culpabiliser l'enfant et surtout le fameux piège souvent dans lequel tombent les enfants, se dire oui, que vont penser les autres, mon enfant a redoublé, c'est honteux. C'est vraiment catastrophique de penser comme ça. Ce qui compte, c'est vraiment le destin de son enfant, c'est pas ce qu'en pensent les autres, peu importe ce qu'en pensent les autres. Voilà. Et puis il faut vraiment prendre son temps, essayer de trouver la bonne solution, en parler avec d'autres, en parler avec les enseignants, avec l'équipe pédagogique, pour que à l'échec puisse finalement se transformer en réussite. Voilà, il n'y a pas d'urgence, je veux dire, on peut arriver sur le marché du travail à 19 ans, à 20 ans, même à 25 ans, il n'y a pas de mal. Oui. Très bien. Alors on va faire une pause de quelques minutes pour passer à la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée, elle, au concret de la scolarité, de que faire, quels choix, quelles écoles. Donc à tout de suite pour la suite de l'émission. En fait, on va parler surtout de la question de l'orientation, voilà, qui est vraiment une vraie préoccupation des parents. Et très souvent, en fait, les parents sont totalement démunis, parents et enfants d'ailleurs. Donc c'est vraiment un sujet très très important. On va essayer au moins de donner quelques indications. De baliser les choses. Voilà. À tout de suite.